Bonjour Pascal Corbel. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'Université de Versailles et vice-président de l'Université de Versailles en charge des relations entreprises. Je vous reçois aujourd'hui pour évoquer l'entrée 50 de l'encyclopédie de la stratégie publiée chez Vuibert que vous co-signez avec Lydie-Marie Lavoisier et Jean-Philippe Denis. Alors cette entrée elle est intitulée Information et communication. Alors première question, pourquoi est-il important de distinguer information et communication quand il s'agit de stratégie d'entreprise ? Alors, ce n'est pas une distinction qui est propre à la stratégie. On a coutume en management de bien distinguer d'un côté les inputs et outputs d'un système et de l'autre le processus qui permet leur transformation. Ici, la communication, c'est le processus qui permet d'échanger les informations et par là même également de les interpréter, de les enrichir et donc de les transformer. Donc ce sont bien deux éléments distincts, mais évidemment distinguer ne veut pas dire séparer. C'est la raison pour laquelle nous traitons les deux dans la même entrée. Alors vous commencez cette entrée en évoquant le modèle traditionnel de la communication, le modèle dit de Shannon. Alors est-ce que vous pouvez d'abord nous décrire brièvement ce modèle de Shannon ? Alors c'est un modèle assez simple qui décrit la manière dont un message passe d'un émetteur à un récepteur. L'émetteur va encoder le message et le récepteur va le décoder. Simplement, il n'a pas tous les éléments qu'a l'émetteur pour faire ce décodage. On dira qu'il y a du bruit dans le contexte du récepteur et donc il pourra comprendre le message autrement que ce qui a été que son sens d'origine. Alors comment est-ce que dans ce modèle, les entreprises articulaient leur stratégie et leur communication ? Alors, l'information a pris une place centrale dans la stratégie à partir du moment où a émergé ce que Chandler appelle la grande entreprise moderne. À ce moment-là, on a eu à coordonner un grand nombre de personnes, parfois à distance, et le tout dans un contexte de division du travail. Les systèmes d'information ont été conçus alors pour collecter de l'information et les faire remonter de manière agrégée vers le sommet de l'entreprise. Sommet de l'entreprise qui collectait également des informations sur l'environnement, puisque l'environnement était considéré comme bien distinct de l'entreprise et la stratégie était pensée comme une forme d'adéquation entre les actions et les structures de l'entreprise et l'environnement. Ensuite, cette information donne une vision globale, plus ou moins fidèle, mais une vision globale au sommet de l'entreprise qui va faire redescendre une version un peu idéalisée de cette vision globale, d'une part aux salariés, c'est la communication interne, et d'autre part vers l'extérieur, c'est la communication externe. Alors si on prend la suite de cette entrée 50, vous suggérez que ce modèle de Shannon, il est bouleversé par l'avènement du numérique. Oui, tout à fait. Alors, il faut bien comprendre que ce qu'on appelle la révolution numérique, c'est un ensemble de dizaines et de dizaines d'innovations qui sont arrivées progressivement, qui continuent à arriver. Donc, nous n'avons absolument pas la prétention de dessiner de manière précise les contours du nouveau système. Il faut rester modeste face aux évolutions qui ont lieu actuellement. Mais pour nous, il y a vraiment deux éléments clés qui expliquent que ce modèle de Shannon et qui a été construit autour de ce modèle sont franchement remis en cause. Alors quels sont ces deux éléments ? Alors ces deux éléments, c'est d'une part les liens hypertextes et d'autre part les réseaux sociaux. Alors pourquoi ? Les liens hypertextes, parce que ça crée potentiellement un bruit énorme au niveau de la réception. En introduction un petit peu de cette entrée, nous racontons le cheminement qu'a connu réellement un des auteurs de l'article quand il a recherché des informations sur une polémique qu'il y avait eu à propos d'une traduction de Philippe Bon du Vieil homme et la mer d'Hemingway. François Bon. François Bon, désolé, qui donc avait été entré en conflit avec Gallimard. Et le cheminement de clic en clic l'a conduit jusqu'à l'assassinat de Pasolini en 1975. On voit qu'à partir des liens hypertextes, il est très difficile de savoir, à partir d'une information qu'on envoie à quelqu'un, par exemple si je vous envoie un lien hypertexte vers cette affaire François Bon-Gallimard, il m'est impossible de savoir que vous allez arriver jusqu'à l'assassinat de Pasolini. Donc on voit que ça crée un bruit énorme. Et l'autre aspect, ce sont les réseaux sociaux. Alors certes, parce que ça brouille tout simplement la distinction entre émetteur et récepteur. Alors certes, un récepteur s'est toujours transformé rapidement en émetteur, a retransmis les informations qu'il avait pu collecter, mais on change complètement d'ampleur. Ici, si j'envoie un message par Twitter, pour prendre un exemple classique,
s'il attire l'attention d'un certain nombre de personnes influentes, il va être relayé à très très grande échelle, rien à voir avec ce qui pouvait être fait avant. Et puis surtout, il peut être combiné avec d'autres informations d'une manière que je ne maîtrise absolument pas et aboutir à un message totalement différent de celui que j'avais envoyé et envoyé à une échelle extrêmement importante. Le résultat, c'est un peu un paradoxe au niveau stratégique, c'est que les entreprises n'ont jamais eu autant de moyens pour traiter des masses gigantesques d'informations, hein, le fameux big data, et en même temps, elles n'ont jamais aussi peu maîtrisé l'information qui circulait sur elles, sur leurs produits, leurs services, mais aussi leur fonctionnement interne. Alors justement, Pascal Corbel, est-ce que vous avez le sentiment que les entreprises intègrent suffisamment ce qu'on pourrait appeler le nouveau monde dans leur stratégie? Alors, clairement, la plupart d'entre elles ont vu qu'il y avait des changements, elles essayent de s'adapter. Alors parfois en essayant de freiner un peu les évolutions pour gagner un peu de temps. Ça ne veut pas dire qu'elles les nient hein, d'ailleurs, mais par exemple en faisant du lobbying pour aboutir à la loi Hadopi. Mais d'autres vont essayer plutôt d'accompagner le mouvement. On sait que IBM a été parmi les premières entreprises à encourager activement ses salariés à participer aux réseaux sociaux, par exemple. Mais si on prend un cadre plus général, le métier de community manager est probablement l'un de ceux qui connaît la plus forte croissance, au moins relative, ces dernières années. Vous pensez donc que ces nouveaux mondes aujourd'hui, ces deux mondes, le nouveau monde et l'ancien, coexistent? Est-ce que le nouveau monde est appelé cependant, dans les prochaines années, à moyen terme, à devenir l'unique monde pour les entreprises quand elles raisonnent en termes de stratégie? Alors, pour rebondir aussi en même temps sur la question précédente, en même temps, il faut bien voir que cette évolution est très difficile pour les entreprises. D'une part, parce que tout leur système est construit sur ce que nous appelons, j'y reviendrai, l'ancien monde. Sur l'ancien système, elles se vivent comme une entité bien distincte de leur environnement. Leur système d'information est construit ainsi. Le logiciel qui s'est probablement le plus diffusé, au moins dans les entreprises d'une certaine taille ces dernières décennies, c'est l'ERP. Et l'ERP est vraiment construit selon la logique que je vous ai décrite tout à l'heure. C'est ce qui explique par exemple aussi qu'en cas de fusion-acquisition, souvent l'un des points difficiles est justement ce rapprochement des systèmes d'information. Alors, évidemment, passer à un système où les frontières sont floues, où on ne maîtrise plus vraiment l'information qui circule sur nous, c'est extrêmement difficile. On sait que c'est souvent difficile de passer d'un système A à un système B. Passer d'un système A à un système inconnu, on imagine bien que c'est encore plus difficile. Alors ensuite, pour répondre plus directement à votre question, évidemment, dans l'article, nous avons parlé d'ancien monde, de nouveau monde, pour bien marquer le fait qu'il ne s'agissait pas d'une évolution à la marge, mais d'une transformation en profondeur. Après, la réalité est évidemment beaucoup plus progressive, et puis il n'y a pas un monde qui va balayer un autre monde. On sait que historiquement, les systèmes technico-socio-économiques se transforment plutôt par hybridation que par remplacement pur et simple de l'ancien système. Donc, des éléments de l'ancien système vont subsister dans le nouveau système, simplement, ils n'auront plus la même place qu'ils avaient avant. Eh bien, merci Pascal Corbel. Je rappelle que vous co-signez l'entrée 50 de l'encyclopédie de la stratégie intitulée Information et communication. Merci d'être venu sur Exaficam. Merci à vous.